content de vous retrouver ce soir pour Graines de Bonheur. Merci beaucoup d'être avec nous puis nous présenter ce thème vraiment qui me passionne. Donc, merci à toi, Marie-Élise. C'est vraiment chouette que tu sois avec nous ce soir. Merci à vous de m'inviter, à Natacha et à toi, Diane. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est un thème qui touche beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un thème intéressant. Sinon, pour Graines de Bonheur, Graines de Bonheur, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, c'est une plateforme de développement personnel que j'ai développée avec Natacha, qui propose des petites capsules quotidiennes entre 5 et 7 minutes sur différents thèmes. C'est vraiment très varié, donc ça correspond vraiment à tout le monde. Et puis, on a la chance d'avoir des capsules bonus de nos partenaires qui nous font aussi le plaisir d'être là pendant nos webinaires. On a un webinaire chaque mois, chaque début de mois. Et puis, ce soir, c'est toi, Marie-Élise, qui va nous présenter ce webinaire. Je te laisse la parole. Encore merci à toi d'être là avec nous ce soir. Merci Diane, merci beaucoup. Merci à celles qui sont venues. Donc, bonsoir, je suis Marie-Élise Château. Je suis coach professionnelle depuis 2017 et je me spécialise maintenant dans l'hypersensibilité, l'hypersensible adulte. Je vais raconter brièvement comment ça s'est passé pour moi. Les livres que je vais vous présenter, parmi les livres que je vais vous présenter, il y a ceux d'Hélène Aron, c'est celle qui a fait beaucoup de recherches dans les années 90, j'en parlerai. En fait, ce livre, je l'avais depuis longtemps parce que j'ai fait 15 ans dans l'industrie et je lisais des livres de développement personnel du style aussi Imparfaits, libres et heureux de Christophe André. C'était un livre de chevet et donc les livres d'Hélène Aron sur l'hypersensibilité parce que vraiment je me retrouvais, ça me faisait du bien. Mais jamais j'ai pensé que c'était quelque chose, j'ai toujours pensé comme beaucoup de gens que c'était quelque chose dont on pouvait se débarrasser entre guillemets d'une manière ou d'une autre. Et puis c'est en 2019, pendant ces vacances, on passe les vacances en Florence, ma famille, j'ai 2 filles de 10 et 12 ans. Et j'emmène un seul livre dans mes bagages, c'est ce livre que j'ai déjà lu plusieurs fois, ce livre de Hélène Aron sur la personne hypersensible, l'adulte hypersensible, son premier. Et là, je le lis et là, j'ai des déclic. Je comprends que, en fait, c'est quelque chose qui aide notre personnalité, que c'est pas quelque chose qui va partir un jour, c'est quelque chose qui est aussi une force et qui me donne toutes mes qualités aussi, que du coup, j'ignorais un peu des fois parce que je voyais tous les aléas un peu moins agréables qui m'arrivaient, comme très émotionnels, dans l'entreprise, pas toujours facile, les relations avec les autres, etc. Donc, j'étais vraiment dans ce processus de plutôt négativité et je ne me rendais pas compte du côté lumineux de ce trait de personnalité qui est l'hypersensibilité. Voilà, donc ça c'est mon histoire parce que je suis sortie de l'industrie donc après 15 ans et je comptais y retourner, mais j'ai donc découvert le coaching et j'ai décidé d'en faire mon métier, d'accompagner les gens en évolution professionnelle qui rencontrent un peu ce que moi j'ai rencontré quand j'étais en poste, parce que maintenant j'y vois beaucoup plus clair avec le coaching bien sûr, les outils que j'ai appris là, mais surtout avec cette hypersensibilité où je me spécialise. En fait, c'est comme si j'étais plus dans l'eau trouble. Ça explique beaucoup de choses. C'est comme si l'eau était devenue limpide et ça explique beaucoup de choses de mon parcours passé, enfant et professionnel, et aussi de ce que je vis au jour le jour et puis de ce que me partagent bien sûr les personnes que j'accompagne. Voilà, donc je vais juste vous montrer, vous partager une... Je l'avais fait tout à l'heure, ça s'était bien fait. Voilà, si vous voulez me contacter, ça c'est mes renseignements. Vous voyez le partage d'écran? Oui? Ah, Diane, tu as aussi. OK, vous voyez, je pense. Donc, oui, c'est tout bon. Ouais, j'ai développé une chaîne YouTube où j'ai vraiment beaucoup fait déjà sur l'hypersensibilité, mais pas que, sur les intelligences multiples. C'est quelque chose aussi de très intéressant pour comprendre les facettes justement de la personne hypersensible. On n'est pas que les intelligences qui sont évaluées à l'école, ça c'est un point important.
Et voilà, donc je vous invite à me retrouver et à m'écrire, aller sur mon site web si vous le désirez. Ah, je stoppe le share. Alors maintenant, l'hypersensibilité. Ah oui, c'est un thème intéressant. Effectivement, ça concerne pas mal de monde. On parle entre 20 et 30 personnes qui sont hypersensibles. Avant que j'oublie de le dire, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hypersensibles, alors qu'on va avoir tendance à penser qu'il y a plus de femmes, mais en fait non. On sait du fait que le trait de caractère, c'est plutôt les valeurs qu'on dit d'habitude féminines, hein, ça c'est sûr. Donc c'est un peu pour ça. Mais non, la nature a fait autant d'hommes que de femmes qui sont hypersensibles. Quand je parle de la nature, il y a un côté dans l'histoire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes, ces 20% de personnes hypersensibles, elles ont toujours été là dans l'humanité. Hein. Ce n'est pas parce qu'on en parle maintenant que c'est venu d'un seul coup. En fait, ça a toujours été là. Et c'est aussi vérifié dans eh bien, toutes les espèces animales. Il y a toujours une partie de la population qui va être plus réceptive à son environnement par les 5 sens, voire plus. Hein, il y a l'empathie. Bon, je peux redire les 5 sens, c'est un des traits caractéristiques de l'hypersensibilité. Ils sont plus sensibles que les autres à leur environnement par les 5 sens. L'ouïe, donc l'ouïe, les yeux, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et on peut aussi dire qu'ils sont plus empathes que les autres, c'est-à-dire quand ils rentrent dans une pièce, ils vont avoir tendance à comprendre, c'est pas comprendre justement, ça passe pas par le mental, à sentir l'énergie. S'il y a quelqu'un qui est énervé ou si l'énergie, l'ambiance est plombée, on va le sentir, ou bien si c'est joyeux, on va le sentir plus que les autres. En fait, c'est difficile de savoir puisqu'on n'est qu'une seule personne, on ne peut pas comparer. C'est ça qui est difficile. On croit que tout le monde est comme nous. Mais en fait, les hypersensibles, par exemple, qui ont un goût très développé, qui deviennent grands cuisiniers, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui a le goût aussi développé qu'eux. Voilà. C'est un exemple. Hein. Donc là, je parle des 5 sens. Mais j'étais en train de vous parler aussi de l'historique. En fait, c'est pour une question de survie qu'il y a une partie de la population qui est plus réceptive à son environnement et plus sensible à ce qui se passe. En fait, dans la nature, c'est une question de survie parce que ces personnes-là vont alerter les autres. En fait, ça, en général, dans l'histoire, les personnes hypersensibles sont plutôt les artistes, bien sûr, les écrivains, vont être les ecclésiastiques aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est Hélène Aron qui le dit, mais que la religion catholique ne rend pas héréditaire, hein, ils ne peuvent pas avoir d'enfants et ce n'est pas quelque chose d'héréditaire parce qu'il fallait ce trait de caractère pour avoir cette connexion d'intuition, hein, on peut aller presque au niveau spiritualité. Donc, les gens hypersensibles sont comme des antennes, donc ils sont plus connectés pour avoir ces informations-là. En tout cas, les conseillers du roi, en tout cas, les personnes hypersensibles sont, pour caricaturer, n'étaient pas celles qui mettaient l'armure pour aller se battre. En général, c'est plutôt celles qui étaient là pour dire ce qu'elles ressentaient, dire quoi faire. Voilà, et dans tous les animaux aussi, si vous êtes avec des animaux, eh bien, il y a les animaux, il y en a qui sont plus réceptifs à leur environnement que d'autres aussi. Donc ça, c'est pour l'historique. J'espère que vous me suivez. La nature a fait que c'est héréditaire. Alors ça, je vais en parler un petit peu. Il n'y a pas, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop l'expliquer scientifiquement. Hein, on veut tout expliquer. Mais en fait, très franchement, en général, une personne qui est hypersensible, elle va avoir au moins un parent, je dirais. C'est en général au moins un parent qu'elle va reconnaître dans cette hypersensibilité. Ou en tout cas, dans l'arbre généalogique, il y en a plusieurs. C'est quelque chose qui est vraiment, il y a un caractère héréditaire qui est bon, challengé, etc. Mais de par mon expérience, je vérifie quand même qu'en général, on n'est pas hypersensible sans avoir quelqu'un dans la famille et même un parent, un des deux parents qui ne soit pas. En général, c'est ce que j'ai vérifié aussi. C'est un trait important.
Si je parle des pourcentages, donc on a dit 20, on va dire 25% de personnes qui sont hypersensibles. Alors, Tu me permets juste une petite remarque, effectivement, à ce que tu viens de dire, hypersensible. Quand tu parles d'un parent au minimum, ben c'est vrai que personnellement, si je réfléchis, dans ma famille, il y a effectivement ma maman et ma grand-maman qui étaient des personnes très, très douces, très sensibles. oui. C'était juste pour dire, oui, si on cherche, effectivement, on trouve. Merci, je t'avais vu réagir, Marie-Chantal. Voilà. Tu as bien fait, n'hésitez pas, hein, parce que c'est vrai, là, je vous dis un peu, j'en ai tellement dans la tête. J'ai lu beaucoup de livres, là, j'ai arrêté de lire des livres pour être plus dans, voilà, pas trop tout mentaliser, mais c'est vrai, n'hésitez pas à me couper comme ça pour, voilà, pour challenger ou pour apporter des exemples. C'est très bien, c'est tout à fait ça, oui. Je ne sais pas si Diane, Maria ou Quincy, vous vous reconnaissez un peu dans ce que j'ai décrit de l'hypersensibilité, si vous vous y savez, hypersensible, et si un de vos parents, là, vous pouvez dire ça dans le chat, comme Marie-Chantal. Ça, ce serait intéressant. Donc, pendant ce temps-là, je vais faire, donc, on n'oublie pas les autres qui ne sont pas hypersensibles. Hein. Attendez, je vais voir si ça va. 25%, 75%, il y a les autres. Hein. Voilà. Donc, dans les 25%, eh bien, en fait, il y a 10% qui vont être, ça, on va dire qu'il y a 2,5% de gens qui sont dits en France, et je crois que c'est caractéristique à la France, qui sont dits HPI. 2,5% HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Je dois parler de l'approche des psys de l'hypersensibilité. Donc, eux, ils ont détecté des gens qui sont, alors le HPI, c'est vraiment le surdoué, hein. Là, on est vraiment dans la douance. C'est celui qui va avoir un résultat au test de QI de au moins 130. C'est l'élève à l'école qui va résoudre les problèmes de maths et de logico-mathématiques, même verbo-linguistique, tout ce qui est ces intelligences-là, ça va être très facile pour lui. Et comme c'est l'intelligence qui est étudiée, qui est évaluée à l'école, voilà, c'est vraiment le surdoué. Il va même se demander comment les autres font pour avoir tant de difficultés des fois à répondre les bonnes réponses. Et eux représentent 2,5% seulement. Et des fois, il y a une confusion. En fait, pour moi, en tout cas, c'est challengé. Il y en a qui ne veulent pas être considérés comme hypersensibles, mais eux, les HPI, pour moi, ils sont vraiment hypersensibles. Mais ils ont une capacité aussi à bloquer leurs émotions. C'est pour ça qu'en général, c'est des gens qui vont paraître presque froids. Mais si vous êtes empathe, si vous êtes hypersensible aussi, vous allez ressentir qu'au fond d'eux, ça bouillonne. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens comme ça dans l'industrie, il y en a beaucoup. Qui peuvent des fois avoir des postes assez élevés parce que du coup, ils remplissent toutes les cases hein, au niveau de ce qui est évalué. Par contre, peut-être qu'au niveau du social, ça va être pas facile pour eux. Ils peuvent être quand même challengés hein, en tant que manager. Et des fois, certains voient et ne deviennent pas managers justement pour ça. Parce que ça, je vais toucher aussi l'hypersensibilité. On parle de personnes qui ont un cerveau droit très développé. Et ça permet une intelligence qu'on appelle en arborescence, en fait. Ils ne vont pas avoir une intelligence séquentielle comme les autres personnes, mais une intelligence qui va un peu aller dans tous les sens, si bien que, et c'est là où, et ça c'est le trait de caractère de l'hypersensibilité, pas que du HPI, c'est vraiment de tous les hypersensibles, ils vont avoir tendance à passer du coq à l'âne, par exemple, ça peut leur être reproché. Ils vont avoir tendance à avoir des réponses comme ça, tchac, mais ils ne savent pas comment ils l'ont eu. Et ça peut être aussi des fois embêtant parce qu'on leur demande, mais comment tu es arrivé à ça? Parce que l'école et tout le monde, on veut une explication séquentielle. Comment tu es arrivé à ça? Mais en fait, c'est passé trop vite, c'est du domaine de l'intuition. Donc, voilà, c'est le cerveau droit. Et en général, à part les HPI, c'est aussi des gens très sociables. Les HPI sont très sociables, simplement, ils ont des
souci dans les relations, comment faire avec les relations. Mais les hypersensibles, en général, sont des personnes qui ont vraiment besoin des autres. Et paradoxalement, alors ça, c'est le jeu un peu que j'ai fait de la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a les cartes, et dans une des cartes, paradoxalement, ils ont besoin aussi de s'isoler du fait qu'ils sont réceptifs tellement à leur environnement qu'ils vont arriver vite à un seuil où c'est plus supportable pour eux, alors que pour les 75 autres pourcents, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc là, est-ce que vous me suivez? Parce que je vais un petit peu. Est-ce que vous avez des questions à partir de là? C'est bon? Marie-Chantal, alors Maria et Quincy et Diane, c'est bon? OK. Oui. Donc, si là, j'étais dans les 25%. Donc, parmi les 25%, il y en a 1 sur 10 qui est HPI, donc c'est vraiment ce surdoué, hein, tous les termes de la douance, les zèbres, c'est ça en fait. Ce sont des termes qui, pour moi, font que la plupart des hypersensibles ne vont pas se reconnaître. Parce que, en fait, il y a une certaine humilité du fait qu'on ne rentre pas dans le cadre, on est devenu plutôt humble, et ces mots de être supérieur aux autres, ça ne plaît pas trop. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont passés entre les mailles du filet, d'adultes, qui n'ont jamais été détectés, hein. Donc, ça, c'est sûr. Juste dans les 25%, on parle de plus en plus, et j'ai entendu ça, c'est le week-end de la douance, ou le congrès de la douance par Nathalie Alsten. Elle parle, et c'est vrai, de plus en plus, on parle de gens qui sont multipotentiels. Alors là, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est vrai qu'ils sont une branche de l'hypersensibilité. Ce sont des gens qui vont réussir à faire plein de choses à la fois. Ils vont même en avoir besoin de faire plein de choses à la fois. Ils vont être un peu déroutants pour les gens autour. On va souvent leur dire qu'ils se dispersent, mais eux, c'est leur moyen de fonctionner. Donc là, on voit ça parmi les personnes hypersensibles aussi. Et sinon, il y a les autres qui restent, qui sont des fois dits haut potentiel émotionnel. Et qui, eux, eh bien, ont ce cerveau droit très développé, ont cette façon de fonctionner du cerveau en arborescence, mais leur grande intelligence, leur intelligence la plus forte, elle ne va pas être celle forcément de l'école. Ça ne va pas être forcément l'intelligence logico-mathématique ou verbo-linguistique. C'est ces deux-là principalement qui sont testés à l'école, mais il faut savoir qu'on en a d'autres. Il y a l'intelligence du corps kinesthésique, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a Vera Santiago qui est arrivée. Bonsoir. Si on peut mettre la caméra, c'est toujours mieux, mais je ne sais pas si elle nous entend. Ah, elle est partie. Bon. Donc, il y a d'autres intelligences, effectivement, hein. Vous pouvez aller voir, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube où j'en parle, je les ai détaillés. Bon, ça vient d'un livre très bien, tout petit, facile, et je le mets en référence dans mes vidéos. Là, je ne vais pas le retrouver là tout de suite, mais on a d'autres intelligences. On peut s'imaginer que dans une salle de classe, j'aime les appeler les guides graines, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la publicité, peut-être que certains ne sont pas assez âgés pour s'en souvenir. Il y avait une publicité dans une école des années 50 avec le professeur sévère, là, avec la règle, et qui surprend l'enfant en train de dessiner des fourchettes, des couteaux, mais c'est un superbe dessin. Et il dit Guy de Graine, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie. Et la voix off après disait Guy de Graine, il est aujourd'hui le premier. Et en fait, c'est ce qui est vraiment arrivé sans doute à ce monsieur Guy de Graine, parce que j'étais allée voir un peu son historique. Effectivement, il s'ennuyait à l'école parce que son intelligence visuelle et spatiale, elle n'était pas testée. Il avait besoin, voilà, de voir, et son grand pouvoir, c'était de mettre au point des machines qui font effectivement des fourchettes, des couteaux. Voilà, c'était ça son intelligence, mais il s'ennuyait à l'école, et effectivement, il a trouvé le succès dans sa vie professionnelle. Donc, c'est un peu ça. Ouais, ça me rappelle quelque chose.
Oui. Effectivement, j'allais dire que c'est un grand argentier, en fait. Il est devenu un grand argentier. Oui, tout à fait, oui, oui, effectivement, peut-être pas que découvert, mais en tout cas, voilà, Non, mais le coup de la règle sur les doigts, puis le dessin, tout d'un coup, j'ai pensé à Argentier, puis quand tu as dit le nom, j'ai dit, oui, alors ça doit être ce qu'on regardait, ce qu'on voyait effectivement. Ouais. oui. Oui, et ils font aussi de la porcelaine, je crois. Mais en tout Oui, cas, c'est oui. une entreprise qui a marché très bien. Effectivement, il est devenu le premier dans sa catégorie, bien qu'à l'école, il avait tendance à s'ennuyer et du coup, il n'avait pas forcément les meilleures notes. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe. On peut très bien avoir dans une classe, par exemple, ben, voilà, un Mozart en puissance, voilà, qui ne va pas être testé sur son don pour la musique, forcément, ou un sculpteur, hein, on va dire Camille Claudel, voilà, par exemple, voilà, qui va pas avoir l'occasion de montrer ce qu'elle peut faire de ses mains, ou un grand sportif, etc. Le sport encore, heureusement, il y en a quand même. Mais c'est pour ça que pour les enfants, alors c'est vrai que c'est une des choses, ce qui est important pour les enfants, c'est vraiment de développer leur autre intelligence en extrascolaire. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut recommander, hein. Des parents le font intuitivement. Si l'enfant n'est pas très, très heureux parce que c'est difficile pour lui d'avoir des bonnes notes à l'école, c'est fastidieux et il doit y passer beaucoup de temps, il est important de trouver où est son intelligence et de lui permettre de le développer parce que ça va communiquer. Si il valorise, s'il utilise son intelligence principale, il va être aussi mieux, déjà parce qu'il sera valorisé et du coup il va se sentir mieux, l'estime de soi va être Il va meilleure. être plus joyeux. Voilà, il va être plus joyeux déjà. Il va peut-être, s'il aime faire du sport, ou en plus ça va peut-être l'oxygéner, hein, plutôt que de rester sur des devoirs sans cesse. Et du coup il sera meilleur aussi dans ce que demande l'école. Et on peut même conseiller d'apprendre en bougeant, par exemple, hein. Ça, c'est au niveau des intelligences multiples, des trucs qu'on peut donner aux parents. Voilà, laisser l'enfant, s'il a besoin de bouger, ça l'aidera aussi pour apprendre peut-être ces leçons. Oui, on disait d'apprendre les poésies ou bien comme ça en se promenant dans l'appartement. Oui, tout à En tout fait. cas, je me rappelle qu'il y a 20-30 ans, on parlait de ça déjà. Oui, 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 les intelligences. De toute façon, en fait, on le sait, hein. On le sait un peu, mais voilà, il y a comme une chape de plomb, c'est un peu difficile aussi. C'est pas facile à l'école, hein, de tout faire avec 30 élèves ou plus dans une classe. C'est clair qu'ils peuvent pas non plus adapter tout. Voilà, donc, mais effectivement, c'est bien si c'était déjà connu, ça ne m'étonne pas. Et voilà, il faut continuer à en parler, du coup, que nous avons En tout plus. cas, c'est ce que j'avais entendu dans les cours et les formations que je suivais par rapport à la réflexologie, à l'énergétique et tout ça. Oui, Et on a des petites formations justement sur la façon d'apprendre, sur des choses comme ça. Et c'était sorti, cette histoire était sortie qu'au lieu de rester assis à table, essayer d'apprendre son truc puis de pas y arriver, on pouvait très bien essayer de le faire en se promenant dans l'appartement, en marchant oui, tout et à en fait. lisant son texte, et qu'en fait, le cerveau, il l'enregistrait sans que nous, on soit concentrés dessus, puis qu'on se dise, mais je dois apprendre ça, je dois apprendre ça, et puis qu'en fait, c'est la soupape, et puis que ça rentrait pas. Oui, tout à fait, tout Moi, je à fait. l'avais compris comme ça, en tout cas, à Mhm. l'époque. Oui, oui, Mais c'est tout à fait ça. Mm. c'est vrai que c'est intéressant parce que dans le village où j'habite, à Mhm. l'école primaire, mes enfants ont l'apprentissage par le mouvement. OK. Et Mm. ils apprennent différentes choses par le mouvement avec vraiment une maîtresse qui est spécialisée là-dedans. Et puis pour mes deux enfants qui sont hypersensibles, c'est extraordinaire. C'est Mm. vraiment chouette. Et c'est Oui, vrai que ça change tellement de choses. Et c'est vraiment chouette que maintenant, les choses évoluent et puis que dans l'école, on puisse vraiment mettre ça en place. C'est oui, exceptionnel. oui. C'est sûr. Après, c'est pas partout, c'est toujours quand même au bon vouloir de l'instituteur et de comment il est. Et malheureusement, c'est pas encore dans les formations de base. Parce que là, par contre, moi, moi, ils sont bien assis, hein. Mais il y a quand même de plus en plus chez les petits des moments.
ils ont des moments, tu vois, Océane Igor, ils ont des moments où tout d'un coup, ils peuvent Ah oui. justement se lever et puis faire quelque chose, chanter ou apprendre justement un petit bout de texte en bougeant. Puis quand on regarde un petit peu de temps en temps les nouvelles à la télévision, bien comme ça, ben, je vois en tout cas qu'en Suisse, dans des petites classes, souvent, ça bouge beaucoup. Ça bouge bien plus que nous quand on devait être resté assis sans bouger. D'accord. Bon, on veut une Arrête évolution. de bouger, reste tranquille. Non, maintenant, chez nous, en tout cas, il me semble que j'ai plus cette idée de voir les gosses beaucoup plus bouger que nous quand on était. Ouais, Oui. c'est les classes flexibles. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Marie-Élise, ça dépend vraiment du collège et des professeurs, c'est ça. Oui, oui. C'est l'habitude pour certains professeurs qui sont très ancrés. Oui, oui. C'est Mais variable. Ouais, mais je sais pas, chez les tout petits, je crois pas. C'est un peu plus grand. Chez les tout petits, les premières classes, c'est beaucoup des petites jeunes et puis il me semble qu'elles ont pas mal d'ouverture là-dessus. Après, quand tu arrives justement quatrième, cinquième année primaire, là, tu peux obliger. C'est effectivement, ça commence à être beaucoup plus cadré. Oui, et là, il y a un truc culturel que je ne vous ai pas dit. Je suis frontalière maintenant, donc je vous parle de l'école en France. Et c'est vrai que je suis verbale, hein, mon cabinet est verbal. Hein. Okay. Je suis donc vers la Suisse alémanique, en fait. Et je sais que c'est différent en Suisse, complètement différent. Même en Suisse alémanique, je pense que avec la Suisse romande, je ne sais pas si c'est pareil. Non, Mais pas tout à fait. Non, c'est pas pareil. pas tout à fait. OK. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est déjà différent en France. Donc, il y a aussi quelque chose de culturel. Ouais, Ouais. peut-être. Ouais. Très bien. Bah, merci beaucoup pour vos interventions. Donc, voilà. Donc, il y a 25%, 75%. Donc, c'est une différence au niveau du fonctionnement du cerveau avec les 75% qui vont donc fonctionner plus en séquentiel. Une chose après l'autre, hein, et qui vont être en majorité. Et donc, en fait, notre environnement va être basé sur eux. C'est ça, en fait, le grand drame, entre guillemets, de la personne hypersensible. C'est que du coup, eh bien, des fois, elle va être un peu recadrée et elle va penser qu'elle n'y arrive pas, qu'elle n'est pas compétente, qu'elle est bête, même entre guillemets, alors que maintenant, elle fonctionne simplement différemment. Au contraire, même son intelligence serait plutôt fulgurante, va vite, mais voilà, on a souvent ça qui nous revient. Alors, j'aime bien l'image c'est Christelle Petit-Colin, pour faire bien comprendre ça, elle prend l'exemple dans son livre. Alors, Christelle Petit-Colin, son livre, je vais le mettre dans le chat, parce que ce livre-là, beaucoup de gens, je pense trop comment canaliser ce mental envahissant. Celui-là, eh bien, il est vraiment beaucoup de gens se découvrent hypersensibles par ce livre, en fait. Donc, voilà, c'est le top pour se reconnaître. Après, donc, il y a les... Alors, avant de passer aux autres, je vais m'arrêter sur elle donc, et dire l'exemple qu'il y a dans son livre. C'est comme si, pour aller d'un point A à un point B dans une forêt, en fait, eh bien, la personne hypersensible a la capacité de survoler les arbres et les autres personnes vont marcher sur les sentiers, sur les chemins. Et en fait, pour aller d'un point A à un point B, on va éditer des cartes puisqu'il y a plus de gens qui sont sur les chemins. Voilà, c'est la majorité. Nous éditons des cartes. Et quand on donne les cartes à la personne hypersensible, eh bien, elle est désemparée en fait, parce qu'elle ne voit pas à quoi ça peut lui servir, elle n'arrive pas à comprendre et du coup, alors qu'elle, elle n'en avait pas besoin, elle pouvait aller directement au point B avec sa façon de faire. Et voilà, c'est un peu schématiquement ce qui se passe souvent dans la vie de l'enfant hypersensible, surtout celui qui n'est pas HPI, parce que lui, le HPI, pour la plupart des choses, il va peut-être avoir plus de facilité, mais le HPE qui a ce moyen de fonctionner en arborescence rapide, eh bien, et peut-être une intelligence autre que les intelligences testées à l'école, eh bien, il va souvent se dire que il n'y arrive pas, qu'il ne sait pas, qu'il est bête, quoi, en fait. C'est parce que c'est ce qu'on lui renvoie. Ou que bien lui, comme il ne va pas pouvoir cacher ses émotions, parce que je ne parle pas des émotions, mais bien sûr, c'est les émotions hein, qui sont ressenties encore plus fortement que les autres personnes, eh bien, lui, il va plutôt avoir tendance
à exprimer ses émotions. Donc, ça va être des fois des pleurs, voilà, qui dérangent, voilà, des réactions exacerbées très tôt et qui, après, avec la récurrence, hein, on le sait, en développement personnel, ça s'engramme, ça s'inscrit dans la mémoire et en fait, il suffira d'un petit stimulus pour que ça éclate encore plus et c'est un peu quand même un cercle vicieux dans lequel on peut tomber. Pas tous, heureusement, ça dépend aussi beaucoup de l'environnement, etc. Mais c'est vrai que la personne hypersensible peut vivre ça. Donc, avec des émotions qu'elle ne bloque pas, qu'elle va exprimer. Rougir, souvent il va être mal à l'aise, donc on va lui dire ouais, qu'il pleure pour un rien, qu'il rougit, ben ouais, de toute façon, ça, il le ressent, pas besoin qu'on lui dise. Donc en fait, et ça c'était mon expérience, il va se battre contre ça, mais plus il va se battre pour pas rougir, plus il va rougir pour un rien. Donc c'est un peu des cercles vicieux qui se mettent en place. Donc c'est tout ça à enrayer à l'âge adulte, à comprendre ça. C'est l'intérêt de comprendre pour la personne hypersensible qu'elle l'est, pour s'aider elle et aider les autres qu'elle va reconnaître autour, mais c'est aussi intéressant, j'ai rarement des gens non hypersensibles qui viennent hein, dans ce que j'anime, mais c'est aussi intéressant pour elle de comprendre que, ben oui, ils sont différents et que, eh bien, peut-être réagir différemment, notamment avec l'enfant, quoi. C'est-à-dire comprendre qu'il voilà, il a besoin de pleurer, une soupape, voilà, c'est bien, c'est son, là, et ne pas en faire un drame parce que ça va aggraver les choses, en fait. Voilà, donc effectivement, au niveau des émotions, juste un truc aussi, c'est que, parce que ça brouille beaucoup les pistes, c'est difficile de se reconnaître ou pas hypersensible, parce qu'aussi, il peut y avoir, il y a un tiers des personnes hypersensibles qui sont, alors que je ne me trompe pas, c'est lequel tiers? Non, un tiers qui sont extravertis. C'est-à-dire qu'on peut être hypersensible. Souvent, ils sont introvertis, vont être dits timides, etc. Mais il y a aussi des gens qui vont pas hésiter quoi, à s'exprimer, qui vont être plutôt extravertis. Et du coup, moi, je ne me croyais pas hypersensible du fait que je m'exprimais, voilà, je n'étais pas arrêtée par une timidité. Voilà, donc il y a pas mal de pistes qui sont brouillées quand même, mais quand on lit tous les livres, alors je peux en mettre d'autres, celui d'Hélène Aron, quand on lit les livres, en général, on se reconnaît. Là, Hélène Aron, c'est hypersensible, mieux se comprendre pour s'accepter, transformer l'hypersensibilité en atout. Ce livre-là, elle l'a écrit en 1996. Donc, Hélène Aron, elle est quand même pionnière en la matière. Pas mal de gens aujourd'hui, comme Fabrice Midal ou Maurice Barthélemy, qui ont écrit des romans, ou même à fleur de peau, je peux retrouver, enfin, des romans qui sont plus accessibles peut-être que ces livres-là que je vous mets, qui sont peut-être plus intellectuels et ça peut rebuter des gens. Il y a quand même oui, d'autres qui ont été écrits, donc plus accessibles peut-être, mais tout est basé quand même sur ce qu'a fait Hélène Aron, son travail dans les années 90, où elle-même est hypersensible et elle a senti qu'il y avait un truc. Elle a étudié, hein, c'est une psychologue scientifique dans l'université en Amérique, je ne sais plus laquelle, mais elle a beaucoup étudié de façon empirique et après sont venues les neurosciences pour corroborer, pour corréler, je n'ai plus les mots, pour montrer aussi ce qu'elle voyait. Hein, ça se voit aussi au niveau du fonctionnement du cerveau. Maintenant, il y a les neurosciences et l'imagerie hein, qui appuient cela, la différence. Mais elle avait anticipé ça, elle a fait donc, beaucoup d'études empiriques avec les gens au niveau du comportement. Hein, vous pouvez aller dans son livre. Il y a un peu tout pour se reconnaître, quoi, tous les traits de caractère. Et puis, si vous en avez trois quarts, c'est quasiment sûr que vous êtes hypersensible. Il n'y a pas besoin de faire de grands tests chez un psychologue. Hein. La plupart des livres là que je mets, ils ont un moment où ils retracent les traits de caractère. Et moi, c'est ce dont je vous parle ce soir, peut-être pas tous, mais une bonne partie. Voilà, donc, et elle a écrit, alors là, c'est
un peu sur tout, l'hypersensible au travail, l'hypersensible amoureux, le parent hypersensible, l'enfant hypersensible. Elle a un peu fait, elle a un peu balayé tout ça. Donc voilà, ça fait beaucoup de lectures, si vous êtes intéressé. Ensuite, Imilo, elle a écrit Hypersensible et heureux, votre extrême sensibilité est une force, une approche plus anglo-saxonne. Elle est d'Asie, de Singapour, je crois, très jeune. Elle a travaillé beaucoup sur elle. Son livre est pas mal. Et aussi, je prends des références de psychologues français. Alors, il y a L'adulte surdoué à la conquête du bonheur, rompre avec la souffrance. Je vais le mettre celui-là. C'est de Monique de Kermadec. Dans son livre, vous pouvez aussi trouver vraiment... il est souvent pris en référence pour les tests rapides de la personne hypersensible. Elle a une approche psy, mais qui est très intéressante et aussi très médiatique. Elle était beaucoup sur les plateaux. Jeanne Sud-Fachin, c'est elle aussi qui a mis au point le mot zèbre, trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué. Donc ça peut être aussi intéressant en référence. Voilà, mais bon, là, c'est très psy et ça va assez loin, mais bon, c'est intéressant. Voilà, c'est les références que je donnerai.